Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce 29 décembre 2023, dont voici les principales articulations. Conférence publique animée par le numéro 1 burundais ce vendredi en province de Cankuzo. Plusieurs réponses ont été données par le président Ndayishimiye à certaines questions liées à la sécurité et l'économie du pays. Vous aurez des extraits dans ce journal. Et puis également dans ce journal, nous allons vous parler d'un corps sans vie aperçu dans la commune et province de Lumongue. La victime n'avait pas encore été identifiée jusque dans l'après-midi de ce vendredi et son corps était toujours à l'endroit où il a été vu. Rétrospective de l'année 2023, la RPA vous propose aujourd'hui les événements qui ont marqué cette année dans le domaine de la diplomatie. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Oh, bonsoir. Débutons par cette conférence publique animée ce vendredi par le président Évariste Ndayishimiye. Ce dernier fait savoir que le mouvement rebelle Red Tabara est un groupe de terroristes, donc il ne mérite rien que d'être combattu. C'était dans une conférence publique animée depuis la commune Kigamba. Nous sommes en province Cankuzo. Le président Évariste Ndayishimiye indique que si le mouvement Red Tabara voulait prendre le pouvoir par la voie des armes, il attaquerait les camps et positions militaires, mais préfère tuer la population civile. Décidément, les relations entre le Burundi et le Rwanda avancent d'un pas en avant et de 2 pas en arrière. Sans donner des preuves, le président Ndayishimiye affirme que ceux qui ont attaqué à Gatumba, sur la frontière burundo-congolaise, à plusieurs dizaines de kilomètres du Rwanda, sont venus de ce pays. Une personne qui tue la population ne peut rien réclamer. Si jamais elle a de quoi réclamer, il faudrait plutôt le demander à ces personnes qu'elle les tue. Pourquoi elles sont tuées? Pour quel motif? Puisque cette population est paisible. Quel litige opposerait son mouvement et un enfant de 2 ans ou un enfant à naître? Vous savez tous que le monde entier combat le terrorisme. Alors sachez qu'un groupe terroriste n'est autre que des tueurs. Ils ne sont pas des policiers, ce sont des tueurs. Si donc le Burundi ne se lève pas comme un seul homme pour les combattre, il n'y a rien d'autre à faire car personne ne peut expliquer pourquoi il a tué un enfant qui n'est pas encore né. Vous savez que le Burundi comme le monde entier combat le terrorisme car les terroristes sont des tueurs, ils n'ont rien à dire. Personne ne peut se vanter d'être un tueur, d'avoir tué un enfant de 2 ans. Comment pourrait-il expliquer? C'est pourquoi ils sont couverts d'honte, ils ne peuvent même pas se dévoiler. Nous venons de passer des ans dans les négociations pour lui demander de nous les envoyer pour qu'ils puissent être traduits devant la justice. Vous savez bien que c'est eux qui ont causé la séparation en 2015. Nous acceptons que nous avons échoué car sinon, ils nous les ont déjà donnés. Je dirais au Rwanda que s'ils continuent d'élever quelqu'un qui est en train de tuer des nourrissons, ils seront en train de planter la virus de haine entre la population de 2 pays. Et à propos des militaires burundais capturés par le mouvement rebelle M23 en RDC et vus dans des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, le président Ndayishimiye a nié qu'ils ne font pas partie des militaires burundais FDN, mais que plutôt ce sont des rebelles du mouvement Red Tabara qui collaborent avec le M23 qui ont été filmés. Et pour ce qui est des militaires qui ont refusé de combattre en RDC, le président Ndayishimiye a indiqué qu'ils sont détenus dans différents endroits et sont sous sanction car ils ont violé le règlement militaire.
Premièrement, je voulais vous dire que lorsque tu combats l'ennemi, il y a ce qu'on appelle une guerre psychologique. Sachez qu'à présent, nous menons des enquêtes pour connaître ce qui se passe. Saviez-vous que nous avons déjà vu des combattants de Red Tabara qui se trouvent dans le M23? Nous les avons déjà vus. Est-ce que les Burundais ne se ressemblent pas? Si quelqu'un met tel abus et dit qu'il a attrapé des Burundais, est-ce que toi tu connais un Burundais qui provient d'une autre province que la tienne? Si l'on dit que c'est un Burundais, alors tu vas croire que c'est un Burundais car il est noir, mais s'il était blanc, tu allais dire qu'il n'est pas Burundais. Ceci est simple car c'est une guerre psychologique. Ils disent, regardez, nous les avons capturés, nous les avons vaincus. C'est normal, c'est la guerre, ces troupes terroristes doivent le faire. Tu peux même devenir fou si tu écoutes toujours ce que l'ennemi te dit. Vous devez y aller doucement avec ce genre d'informations. Et puis, si vous dites qu'il y en a ceux qui ont refusé de combattre, l'armée a ses propres règles. Il y a par exemple un militaire à qui tu donnes l'ordre d'aller faire la garde, mais qui va plutôt boire de la bière, celui-ci sera puni car il y a des règles à respecter. Pour ce fait, si dans votre mission il y a un indiscipliné, la première chose c'est de le ramener au droit chemin. Ainsi, ce que je sais, c'est que même si tu vas à Mutukura, tu y trouveras des militaires qui sont en détention car ils ont refusé d'obéir à la réglementation. N'importe où tu vas, même en Somalie, tu vas trouver des militaires détenus car là où sont les gens, il y a aussi des fautes qui sont commises. Alors, ne dites pas que quand un militaire devient indiscipliné, il ne peut pas être puni. Que ce soit en RDC, en Somalie ou en Centrafrique, partout, ils sont punis car ils forment une armée et une armée doit suivre les règles. Alors, s'il y a quelqu'un qui est fautif, tu ne peux pas dire que celui-là a été puni car il a refusé de se battre. Je sais que les Burundais aiment entendre des mensonges plus que la vérité, mais je voulais vous dire, laissez ce domaine militaire aux militaires. Si vous continuez à s'ingérer, demain nous deviendrons tous des civils et vous n'aurez personne pour défendre le pays. Arrêtez de vous mêler des forces de défense. muravyivangamo ejo tuzaba abasivile muzobura abakingira igihugu reka kuza murivanga mu nzego z'umutekano. La problématique persistante du carburant au Burundi résulte de nombreux détournements des devises opérés par des commerçants importateurs. Déclaration du chef de l'État burundais au cours de la conférence publique animée ce vendredi. Évariste Ndayishimiye a révélé que depuis 2021, plus de 48 millions de dollars ont été détournés. Toutefois, il tranquillise les Burundais en leur promettant qu'une solution à cette problématique sera bientôt trouvée. Haraje abantu bafise umutima mubi wo gusambura itunga ry'igihugu ndababwire nko kuva mu mwaka wa 2019 gushika mu 2021 twaraharuye abantu bazanye amadevize hanze ntibazana ibyo bagiye kugura dushitse ku miliyoni 48. Il est venu déjà avec un mauvais esprit qui veut ruiner le pays. Je vous dirais que depuis 2019 jusqu'en 2021, on a recensé déjà qui sont allés pour des importations à l'étranger, mais qui n'ont rien apporté. Ils ont donc volatilisé 48 millions de dollars. Alors, ils ont vidé les caisses du pays, au point que nous avons des difficultés à nous relever. Aujourd'hui donc, le paix qu'on retrouve, on en dépense pour d'autres besoins. S'ils retournaient les 48 millions, ce n'est faire vivre au moins pendant un mois et demi. Donc, ne croyez pas que le problème du carburant est causé par le pouvoir. C'est un groupe de gens qui vidaient la caisse des devises en vide qui nous prendra du temps pour combler, puisqu'aujourd'hui, le paix que nous parvenons à avoir, on en achète de l'engrais, on en achète des médicaments, du carburant et une petite quantité de carburant. Il nous faudra du temps pour que l'on puisse avoir des réserves suffisantes en devises. Sachez que c'est un problème. C'est pourquoi vous voyez que l'on peut avoir du carburant qui ne puisse pas couvrir plus de 2 semaines. Voilà où réside le problème du carburant. La solution donc à ce problème de manque de carburant peut vous tranquilliser qu'elle sera bientôt trouvée. On va trouver une entreprise qui ne travaille que dans le secteur carburant. Celle-ci aura donc pour mission de servir toutes les sociétés pétrolières au Burundi. Nous sommes sur la bonne voie de manière que l'on pourrait même avoir qui nous en donne un crédit.
iryo shirahamwe y'amashirahamwe yose y'ibitoro azoca azarayiha ati dukeneye igitoro kingana uku dukeneye kingana uku, hanyuma iryo shirahamwe rigatuma kumwe wese agaca atwara iciwe. Turabona yuko turiko turabitunganya ku buryo dushobora no kuronka mbere n'abatugopesha. Mugabo urumva ruronye ukugopesha ngo baza kumwereka yuko ivyo bintu bitunganije neza. Turiko turabikora rero kandi je nobaha umwizero. Une journaliste a voulu savoir pourquoi ces opérateurs économiques qui détournent les devises du pays n'en sont jamais arrêtés. Et le président d'Haïti doit répondre qu'il n'est pas aussi aisé de les repérer, quand bien même ils auraient été repérés. Le président d'Haïti a fait savoir que l'emprisonnement n'est pas la seule punition. Encore une fois, écoutons le président Évariste Ndayishimiye. Umuntu arasavye ayo mahera mva makungu akavuga ko igiye kugura iki. Ne crois pas que c'est facile. Quelqu'un demande des devises et dit qu'il va en acheter. Donc, ça signifie que tu vérifies à la Banque de la République et puis tu vas à l'obéir pour vérifier tout ce qu'il a importé et le coût. Ça prend du temps. Et puis, c'est interdit d'arrêter des gens sans avoir mené des enquêtes sur lui. On peut même l'appeler pour lui demander pourquoi il n'a pas amené les marchandises convenues. Il y a quelqu'un à qui on avait donné de devises mais qui n'a jamais su qu'il avait été servi. Alors il nous a fallu de mener des enquêtes pour savoir à qui on avait donné cet argent. Vous comprenez que ça demande de la patience. Emprisonner quelqu'un n'est pas la meilleure solution. Tu peux lui donner une punition, quitte à ce que lui-même il se rende compte qu'il a vraiment été puni. Prenons une personne qui a volé 1 milliard dans des caisses de l'État et qui a des biens de 2 milliards. Tu peux aller vendre les biens qui équivalent à 1 milliard et lui laisser le reste. Mais si tu le mets en prison, tu seras obligé de le nourrir, de veiller à sa sécurité. Il y a déjà au Burundi qui pensent que la punition, c'est uniquement la prison. Mais emprisonner quelqu'un est une perte puisqu'il y a des travaux d'intérêt général qu'il pourrait mener. Ntibazi ko gufunga umuntu nawe hari igihe uba wihombeje kuko hari ibikorwa ari gukora adakora mu ugakwirwa uja kumugaburira ukamuvura ukanamucongerera umutekano. Murumva ni byinshi dutegerezwa gukora. Entre-temps, cette problématique de manque de carburant semble n'épargner personne. Dans une séance plénière à l'Assemblée nationale de ce jeudi, une députée a demandé au ministre ayant l'énergie et mine dans ses attributions de les doter d'une station pour éviter de se bousculer avec la population. Nashaka mbaza nyakubahwa umushikiranganji timbega mwebwe munwera hehe igitoro. Je voudrais demander à Monsieur le ministre sur quelle station-service il s'approvisionne en carburant. Deuxième question, est-ce que la station-service qui vous sert ne pourrait pas également servir les honorables députés? Vraiment, c'est très honteux. Bien que nous sommes ici, certains d'entre nous sont très mécontents. Nous arrivons au stade où nous présentons nos badges auprès de policiers, mais qui nous les rejettent. On n'ose pas le dire, nous le gardons pour nous. Vraiment, c'est très honteux. Dernièrement, à moi et à un sénateur, on nous a posé cette question. Êtes-vous des représentants du peuple? On a répondu que oui. Êtes-vous des élus du peuple? Oui, on a répondu. Ils ont rétorqué, vous êtes rien. Est-ce qu'on manquerait du carburant à ce point si l'on avait des représentants? C'était à la croisée des chemins à Tiarama. Donc, avait fait la queue depuis 18 heures en rentrant du travail. On a finalement rentré à minuit, mais là aussi bredouille. On nous avait demandé de contacter un COPS. Il nous a rejeté nos badges. On a essayé de contacter son supérieur, mais il nous a répondu qu'il ne pouvait pas donner de l'ordre à quelqu'un qui se trouve sur terrain alors qu'il n'est pas lui-même sur place. C'est la même réponse qu'il nous a donné toute personne que l'on a contactée pour chercher de l'aide. Vraiment manquer du carburant alors que nous sommes représentants du peuple et qui devrait le lendemain se présenter au travail. Vraiment, c'est très choquant. Donc, on voudrait vous demander, Monsieur le ministre, comme le dit la parole de Dieu, aimez vos prochains comme vous vous aimez vous-même. Aidez-nous dans cette situation de perte du carburant. Montrez-nous une station-service
qui servira tous les représentants du peuple. Je sais bien que c'est possible, parce que même un pompiste qui peut décider de ne pas te donner du carburant sans que tu lui donnes d'abord un billet de 10 000 francs. Pourquoi un pompiste peut prendre une décision et réussir? Vous ne pouvez pas prendre une décision. Un policier peut faire de même et te dire que tu ne pourras pas entrer ton véhicule sans que tu ne lui donnes un billet de 5 000 francs. Pourquoi es-tu décidé et réussir? Être un ministre ne peut pas lui prendre une décision. Vraiment, aidez-nous. Épargnez-nous de nous faire minimiser devant le peuple. aho hantu je ngoma ndahiyumvirako cyane nibaza ko iki kibazo cyacu mugifashe mu ngiro by'ukuri mwoduteturura mu bene gihugu. Poursuivons ce journal par la page sécurité. Un corps sans vie d'une personne a été aperçu durant l'après-midi de ce jeudi sur la colline Mungala, en zone Gatete de la commune et province Rumongue. La victime n'a pas été identifiée et une partie de son corps déjà en décomposition flottait sur la rivière Uzimba. Jusque dans l'après-midi de ce vendredi, ce corps sans vie était toujours sur place. Gouvernance à présent, dans notre série de reportages sur les stratégies de démantèlement de l'hôpital Kira, aujourd'hui nous entrerons en profondeur pour vous parler des fameux contrats signés entre l'État représenté par le nouvel administrateur autoproclamé de l'hôpital Kira et les nouveaux partenaires du dit hôpital. Des contrats qui ne visent en réalité que l'éviction définitive des actionnaires majoritaires légaux pour pouvoir spolier tous les biens sans s'inquiéter de rien. Plus de détails avec Emmanuel Nyungeko. Des trois nouveaux partenaires de l'hôpital Kira, RPA a pu se procurer deux contrats signés entre les deux parties. Nous allons commencer par le cabinet d'ophtalmologie dénommé Russe Medical Care SPRL. Les clauses de ce contrat sont insensées. Tenez, il est stipulé que le cabinet russe aura droit à 85% des honoraires de consultation ophtalmologique perçus, un pourcentage qui ira en diminuant de 1% durant les 5 premières années des 10 que va durer le contrat jusqu'à un barème de 80%, ce qui veut dire que l'hôpital Kira ne percevra qu'entre 15 et 20% de toutes les recettes relatives aux consultations ambulatoires. Un autre point qui n'est pas des moindres concerne les opérations et autres frais de procédure. Dans ce secteur, le cabinet russe raflera également 85% des recettes. Pour ce qui est des consultations en milieu hospitalier, les honoraires de consultation seront versés en totalité à Kira. C'est d'ailleurs le seul point qui a été concédé au dit hôpital. Un autre point laissé à Kira concerne les recettes qui seront tirées de la vente des médicaments ainsi que tout ce qui est en rapport avec les frais de laboratoire. Pour ce qui est des revenus des magasins de lunettes et d'optique, les recettes brutes totales seront réparties comme suit. 50% pour l'hôpital Kira et 50% pour le cabinet russe Medical Care. Vous saurez que durant tout ce temps, le cabinet russe travaillera dans les locaux de l'hôpital Kira sans verser de loyer ni payer l'eau et l'électricité. Ce cabinet sera aidé aussi par le personnel de l'hôpital Kira avec les 15 à 20% que ce dernier touchera en tout et pour tout. Dans nos prochaines éditions, nous vous parlerons des clauses de contrat liées à l'hôpital Kira et son nouveau partenaire qui a eu le marché d'acquisition de l'IRM. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko. ICR bénéficie des cas de vol qui s'opèrent au sein du gouvernement était toujours dénoncé. C'est du moins l'avis de Frédéric Bambuginyuvira qui réagit aux récents propos du président de l'Assemblée nationale du Burundi, Gelaz Ndavirabe, au moment d'une plénière à l'Assemblée nationale où était invité ce 26 décembre courant le ministre burundais des Finances pour l'analyse de la loi portant révision du budget général de l'État, exercice 2023-2024. Pour l'ancien vice-président Frédéric Bambuginyuvira, les autorités burundaises devraient mettre en avant la vérité et ne jamais mentir à la population. Franchement, j'ai apprécié une telle déclaration parce que ça tardait à venir. Seulement, nous sommes inquiétés du fait que ces mesures annoncées, tambour battant, ne puissent pas être mises en application pour des raisons suivantes. Premièrement, il n'est pas le seul à déclarer de la manière. Nous avons souvent entendu le président de la République même aller jusque pleurer devant les magistrats, les accusant d'avoir été traversés par la corruption.
eh bien, il a beaucoup déclaré, même annonçant des périodes, des mois ou des jours dans lesquels les biens de l'État devraient être retournés dans les caisses de l'État. Eh bien, ça a été fait, mais ça n'a jamais été suivi de résultats, malheureusement. Pourquoi nous pensons qu'il est difficile justement de faire des annonces qui seraient suivies des effets directs? C'est aussi le fait que beaucoup de militants du CNDD-FDD, de la base au sommet, vivent de la corruption. C'est vraiment la corruption qui gangrène ce parti, à tel point que de telles déclarations peuvent être de 20 mots, comme ça a été toujours été avec le président de la République. La troisième raison, évidemment, on peut se poser la question, est-ce que la déclaration de l'honorable Ndabilave est une simple déclaration, alors que nous savons que l'Assemblée nationale pratiquement vote des lois qui doivent être exécutées et que ces lois peuvent être acheminées au bureau du président de la République, qui peut les promulguer et qui peut ne pas les promulguer. Donc, autrement dit, est-ce que le président de la République voudra les promulguer alors que lui-même est frappé par la loi, dès lors que, depuis qu'il est entré au président de la République, il avait déclaré qu'il allait absolument présenter la liste des biens qu'il possède avant d'être au sommet de l'État. La Constitution le dit clairement en son article 95 et en son article 159, mais ni l'exécutif ni le législatif, les responsables de ces institutions, n'ont daigné présenter leur avoir à la Cour suprême. Donc, cela nous montre qu'en réalité, ce qu'ils nous disent, ça devient difficilement réalisable. Ce sont des déclarations peut-être à la veille des élections où ils doivent cajoler la population pour que, en fait, celle-ci puisse voter pour eux. Donc, autrement dit, je ne me nourris pas d'illusion que quelque chose changerait. C'est peut-être des déclarations d'intention, mais sinon, s'ils veulent me prouver le contraire, je serai très content. En page société, de nombreuses familles de la zone Buterere du quartier Mutakura en zone Chibitoke restent dans la désolation 4 jours après les fortes pluies qui se sont abattues dans ces localités. Nombreuses de ces familles n'ont plus d'abri, de couverture, de nourriture et bien d'autres articles indispensables pour la vie de chaque être humain. Ces familles demandent ainsi l'intervention des bienfaiteurs. Elvis Nyomungere nous en dit plus. Ces familles de la zone Buterere et quartier Mutakura en zone Chibitoke, dont les maisons ont été inondées et d'autres détruites suite à la pluie torrentielle, sont dans une situation très critique et elles n'ont pas où dormir. Certaines ne trouvent même pas du matériel de couchage, encore moins de quoi manger. Ces familles indiquent qu'elles viennent de passer 4 jours sans aucune intervention de la part des bienfaiteurs. Certains dorment chez leurs voisins, d'autres dans la rue. Aucune intervention des bienfaiteurs jusqu'à présent. Certaines familles ont des matelas imbibés d'eau qu'elles essaient de sécher au soleil. Pendant ce temps, d'autres familles sont occupées à faire le nettoyage dans leurs maisons pour tenter de rentrer malgré tout. Ces habitants de la zone Buterere et le quartier Mutakura de la zone Chibitoke demandent l'intervention des administratifs et des bienfaiteurs. Rétrospective de l'année 2023 dans le domaine de la diplomatie. Pour clôturer ce journal, le Burundi a continué d'afficher des retards de paiement de sa contribution au sein de l'East African Community. Le gouvernement burundais a également continué de refuser de collaborer pleinement avec les mécanismes du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme en 2023. La diplomatie bilatérale entre les gouvernements burundais et congolais s'est également renforcée surtout au niveau de la lutte armée contre les groupes rebelles à l'est de la RDC. Certains événements qui ont marqué l'année 2023 au niveau de la diplomatie avec Émile Nibasumba. Les militaires burundais participent depuis plusieurs mois aux côtés des forces armées congolaises dans la guerre contre le mouvement rebelle M23. Cette coopération militaire entre le Burundi et la RDC dans cette guerre menée au Nord Kivu
a été renforcée en 2023 lorsque la question relative à cette guerre que les militaires burundais et congolais mènent côte à côte contre le M23 lui a été posée ce vendredi dans une conférence publique. Le président Évariste Ndayishimiye a répondu qu'il était primordial de secourir son voisin parce que selon lui, en protégeant son voisin, on se protège soi-même. Évariste Ndayishimiye a ajouté que la participation aux forces régionales de la communauté est-africaine n'empêchait pas le Burundi et la RDC de poursuivre leur coopération bilatérale. En ce qui concerne cette communauté de l'Afrique de l'Est, le chef de l'État burundais l'a dirigé jusqu'en fin novembre 2023 avant que le président sud-soudanais ne prenne la relève. Au cours du mandat d'Évariste Ndayishimiye, les grognes sur le retard de paiement de contributions ont été pour la énième fois signalées à l'égard du Burundi et du Sud-Soudan. Le comité parlementaire du Kenya, chargé de l'intégration régionale, a d'ailleurs réclamé la révision du traité de l'EAC pour accorder le droit de veto aux pays qui s'acquittent régulièrement de leurs contributions. Au cours de l'année 2023, la coopération entre le Conseil de l'ONU aux droits de l'homme et le Burundi est restée paralysée. Même si le mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi a été prolongé d'une année en octobre, le gouvernement ne l'a toujours pas autorisé à franchir son territoire. Dans son discours lié à la Journée internationale des droits de l'homme du 10 décembre, le président Évariste Ndayishimiye a d'ailleurs dénoncé la mise en place des mécanismes des Nations Unies sans consulter son gouvernement. 2023 a été également l'année dans laquelle le chef de l'État burundais a effectué plusieurs voyages à l'extérieur du pays. Le président Évariste Ndayishimiye a visité plus de 17 pays au cours de l'année via plusieurs agences de voyage, l'avion présidentiel burundais étant depuis plusieurs années en réparation. Voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par cette voix d'Émile Niwasumba que s'achève ce journal du 29 décembre 2023. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Et le divin Remécha qui vous présentait ce journal. Je vous souhaite un bon début du week-end.